Bon, non, on va pouvoir traiter rapidement de deux lésions assez fréquentes qu'on observe à la partie du rugby. C'est les disjonctions acromioclaviculaires et les ruptures du biceps. Alors, l'acromioclave, bon, on va rapidement, vous vous souvenez, hein, la stabilisation est assurée par trois structures principales, essentiellement le ligament acromioclaviculaire supérieur et les structures extrinsèques que sont les ligaments conoïdes et trapézoïdes, les ligaments coracoïdo-claviculaires, et tout cela étant un peu stabilisé, coordonné par une chape myo-aponevrotique, la chape delto-trapézienne. Alors c'est une articulation qui est une diarthrose, à pan généralement oblique. On parle souvent d'un ménisque, il faut savoir qu'il est souvent vestigial, et malheureusement certains chirurgiens disent retirer le ménisque, alors qu'en fait ils retirent le cartilage, ce qui commence assez mal donc pour la thérapeutique ultérieure. Elle est généralement oblique, ce n'est pas une articulation très mobile, hein, il y a quelques degrés de rotation et de mobilité, et c'est une articulation par contre qui subit certaines contraintes, des contraintes axiales et des contraintes supéro-inférieures. Petit point particulier, l'os acromial, parfois il ne fusionne jamais, et de toute façon il fusionne relativement tard, ça peut être jusqu'à 25 ans. Alors le rugby, ben, vous le connaissez, il y a des contraintes, d'abord des contraintes régulières de musculation hein, qui sont assez importantes, et puis surtout en pratique de jeu. Donc là j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, quelques plaquages, un petit peu destructeurs, pas toujours très réglementaires, mais toujours assez efficaces en tout cas. Donc pour comprendre que l'acromioclaviculaire, entre autres, est quand même pas mal, disons, impacté dans la pratique spécifique du rugby, non seulement bien sûr dans ce qu'on va observer dans la préparation, dans la technique elle-même, dans la musculation, dans certains gestes qui vont nécessairement solliciter cette articulation, mais comme vous pouvez le constater, essentiellement en pratique de jeu et notamment lors des plaquages. Alors, vous imaginez bien que bon, quand on a des guerriers comme ça, c'est assez difficile de considérer qu'une acromioclave, finalement c'est un peu comme les oreilles décollées, ça fait partie du déguisement du rugbyman. Ben maintenant c'est fini, une acromioclave doit être stable, doit être parfaitement indolore et recouverte d'une chape delto-trapézienne parfaitement efficace. Donc maintenant il faut traiter les acromioclaves comme on traite d'autres pathologies que vous avez pu voir pour le genou ou l'instabilité de l'épaule. Alors, le rugbyman, ben évidemment, c'est un sport, enfin, il va subir d'un sport quand même qui est relativement à haute énergie, et c'est le sport qui crée le plus de traumatisme horaire. C'est-à-dire, quand on rapporte à l'heure de pratique de rugby, ben, c'est le sport qui va générer le plus de traumatologie. Et l'épaule est impactée dans 15 à 20% des cas, et notamment l'acromioclaviculaire, dans une moindre mesure que les lésions labrales, les instabilités glénomérales, mais néanmoins l'acromioclave va quand même faire partie du déguisement lésionnel classique du rugbyman. Alors on s'intéresse essentiellement aux lésions assez avancées, il y a plusieurs classifications, dont celle de Rockwood, qui caractérise donc une évolutivité dans les lésions. Et dans les stades 3 et 4, on a non seulement des lésions acromioclaviculaires, mais aussi des lésions coracoclaviculaires, avec des déplacements plus ou moins anecdotiques pour les stades plus élevés, mais quand même beaucoup plus rares. Il faut se méfier des stades 2, parce que chez le rugbyman, il y a une espèce de sidération douloureuse initiale, donc on se dit, oh, c'est rien, c'est un stade 2, mais si on le revoit régulièrement, on fait un bilan radio et clinique à 10 jours, on s'aperçoit qu'on a peut-être glissé vers un stade 3, et qu'il va falloir quand même se méfier des stades de 10 un petit peu intermédiaires. Alors qu'est-ce qu'il faut en faire de ces disjonctions acromioclaviculaires? A priori, dans les stades 1 et 2, il n'y a quand même pas grand monde qui les opère. Hein. Toutes les séries, toutes les méta-analyses considèrent que là, ça relève plus du traitement médical. Par contre, le traitement chirurgical, il va quand même être possiblement réservé au stade 3 et systématiquement proposé au stade 4. Alors on voit l'évolutivité des indications chirurgicales, vous voyez, jusque dans les années 2000-2005, ils n'en opéraient pas beaucoup, puis d'un seul coup, probablement un peu sous l'effet un peu commercial de certains laboratoires, on ne citera pas de nom, on n'en fait pas partie, donc c'est bon. Donc les indications ont grimpé, et maintenant on a quand même des taux d'intervention qui sont quand même relativement élevés, qu'il faut peut-être un peu reconsidérer, notamment pour ce qui est des stades 3, mais il faut savoir donc qu'on a des indications qui sont plus importantes. En effet, si on n'opère pas ces disjonctions acromioclaviculaires de stade 3 ou 4,
ça ne passe pas quand même toujours très bien. On a, et vous les kinés, les ostéos, vous connaissez ça mieux que les médecins, on observe volontiers ces dyskinésies scapulo-thoraciques. On a finalement un retentissement scapulaire et paraspinal qui est quand même souvent plus important que sur l'acromioclaviculaire elle-même. L'acromioclave, si elle n'est plus en contact, elle ne va pas donner forcément d'arthrose, mais elle va désorganiser toute cette chaîne scapulo-thoracique. Et à ce moment-là, on va avoir des dyskinésies, des douleurs, ce qu'on peut appeler des sick syndromes, des choses un petit peu variables. Donc ce n'est pas terrible sur le plan fonctionnel, et notamment chez le rugbyman, et notamment avec ces décollements tout à fait caractéristiques de la scapule. Mais d'autres lésions peuvent apparaître, notamment des grosses calcifications, on peut le voir ici, parce que l'hématome de la lésion ligamentaire va évoluer vers ces grosses ossifications. Et puis il faut reconnaître que c'est quand même très moche, hein, une disjonction acromioclaviculaire négligée, eh bien c'est pas top, et on peut très légitimement répondre à cette demande aussi d'un traitement esthétique. On n'est plus au Moyen-Âge, on est là aussi quand même pour essayer de faire des choses qui ressemblent à quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut y faire? Si on a décidé de l'opérer, bon, eh bien il va falloir, en fait, maintenant tout le monde s'accorde sur cela, il faut réparer toutes les lésions. Hein, pendant plusieurs années, on essayait des traitements, soit simplement du côté acromioclaviculaire, c'était les brochages, les vissages, des choses comme ça. Puis finalement, dès qu'on retire les broches ou les vis, ça se rebarrait, c'est normal, on n'avait pas traité l'aspect coracoclaviculaire. Et de l'autre côté, si on ne traite que l'aspect coracoclaviculaire, comme certaines techniques, notamment endoscopiques, bien évidemment, ça ne se passe pas non plus très bien, puisqu'on n'a pas pris en compte les lésions acromioclaviculaires. Donc il faut traiter les deux. Et maintenant, il y a plusieurs études, notamment celle de la SFA relativement récente, qui montrent qu'il va falloir effectivement prendre en compte toutes ces lésions de façon systématique. Et ce qui est assez logique, si on abandonne certaines lésions, évidemment, ça ne va pas très bien se passer. Alors, voilà un peu comment il va falloir un peu réutiliser. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel? Parce qu'il va falloir un peu fixer, remonter cette scapula sous la clavicule. Alors, on peut utiliser le ligament coraco-acromial, mais il n'est pas très fort. Il a 50% de force des ligaments coraco-claviculaires, donc c'est quand même pas terrible. Donc, on est plutôt tenté vers les renforts synthétiques, qui sont de différents types. La technologie nous propose différents systèmes de fixation qui ont avec une rigidité variable, mais bien évidemment, donc il va falloir utiliser ce type de renfort d'une manière ou d'une autre. Et puis dans mon expérience, je pense qu'il ne faut pas rajouter des lésions aux lésions, c'est-à-dire que si on ne veut pas fragiliser la clavicule, notamment chez le rugbyman, eh bien pourquoi aller refaire des trous dans la clavicule, hein, vous imaginez bien, il y a comme déjà des lésions ligamentaires et les transferts transclaviculaires, transcoracoïdiens, et notamment chez le rugbyman, peuvent donner des complications fracturaires. Alors après, on peut utiliser des techniques ouvertes ou des techniques endoscopiques ou des techniques mixtes. Ce qui est important, c'est de réparer, de ne pas créer d'autres lésions. Vous voyez, on a vu des histoires de chasse comme ça, avec des migrations de broches dans le médiastin. Donc c'est pour vous dire que maintenant les broches, on les a complètement oubliées, bien évidemment, dans le traitement d'appoint de ces disjonctions acromioclaviculaires. Mais il a été aussi décrit des complications vasculaires graves dans ces techniques de visée sous-coracoïdienne endoscopique. Donc il faut quand même faire gaffe, il faut faire gaffe à ne pas rajouter des lésions aux lésions, parce qu'évidemment, ça se passe mal, on a des migrations, des fractures de clavicule, des choses comme ça, qui sont quand même un petit peu préjudiciables pour la carrière d'un sportif, encore si en plus si c'est un sportif professionnel. Alors, moi j'utilise depuis quelques années ce renfort, qui est un renfort qu'on appelle Acrolig, avec un court à bord en épaulette. Vous voyez, c'est pas énorme, on va cravater la coracoïde, on va reconstruire donc toutes ces structures. Bon, après c'est des questions de technique, mais vous voyez, on traite tout, hein, l'acromioclaviculaire, la coracoclaviculaire et la chape deltotrapézienne qui est suturée sur le renfort lui-même. Bon, évidemment, ça donne des résultats qui sont quand même tout à fait honorables sur le plan radiologique et aussi sur le plan cosmétique, avec une cicatrice qui est quand même pas non plus démoniaque. Et quand on a fait des études de cicatrisation, on voyait qu'on avait une bonne cicatrisation des ligaments coracoclaves avec cette technique. Le protocole post-opératoire est quand même assez important, et vous le connaissez. Donc,
L'immobilisation, il faut une immobilisation relativement stricte les 3 premières semaines et surtout proscrire, bien évidemment, tout ce qui est travail pendulaire. Bien souvent, effectivement, les gens, par facilité, les penduler comme ça. Bon, mais absolument pas, puisqu'on a remonté le bras sous la clavicule, donc il ne va pas falloir aller pendre. Donc, au contraire, on soutient toujours le bras, quelle que soit la situation. On autorise l'ablation de l'immobilisation quand le patient est couché, parce qu'évidemment, le poids du corps ne va pas s'exercer sur la clavicule, mais le reste du temps, on soutient le bras pendant les 3 premières semaines. C'est absolument pas du temps de perdu. Et ensuite, on rentre dans le protocole de rééducation qui peut être faite en ville ou en centre. Vous reconnaissez ici un centre célèbre du sud-ouest de la France, et où là, évidemment, on a une prise en charge qui est particulièrement performante pour nos sportifs de haut niveau. Et avec ce type de technique, on envisage généralement une reprise technique et progressive des contacts, opposition et plaquage à partir du 3e mois. Donc, vous voyez, c'est pas très très long. On va parler d'une autre pathologie qui est relativement fréquente chez le rugbyman, c'est la rupture du biceps. Alors, bien, il ne faut absolument pas confondre rupture haute à rupture basse. Les ruptures hautes peuvent être bien tolérées et peuvent être source simplement d'un Popeye, et on les opère quand même chez les sportifs de haut niveau, mais quand même pas chez le tout venant. Par contre, chez les ruptures basses du biceps, il faut en faire le diagnostic, il va falloir les opérer. Alors comment ça se passe? On voit ici un exemple, je ne sais pas si le film va normalement il démarre tout seul. Voilà, donc vous allez observer ce jeune homme, hein, Joe Rokosoko. Il s'intrigue là, après ce plaquage un peu raté, donc on va le revoir un peu plus au ralenti. Vous voyez comment ça se présente, le neuf adverse des Klanekli va vouloir s'échapper, il veut le rattraper, et là, bizarre, il dit tiens, j'ai mon biceps qui est remonté d'un seul coup. Et effectivement, il s'est fait une rupture distale du biceps par ce mécanisme de contraction excentrique contrariée du biceps. Là, en pratique de jeu, c'est quand même relativement fréquent. Alors, cliniquement, là, quand ça se présente, hein, le muscle est remonté, il y a une échymose, on le sensibilise par la flexion-supination. Le biceps, c'est avant tout un supinateur. Donc, on le teste comme ça, on voit le truc qui remonte, il y a le signe de O'Driscoll, le crochet. Normalement, on palpe le tendon du biceps, on le sent parfaitement. Un signe que j'ai décrit, c'est le syndrome de Bassett-Henonley, parce que le nerf, disons le rameau cutané, du musculo-cutané passe sous le biceps, et le fait que le biceps remonte crée des dysesthésies en raquette sur l'avant-bras, et quand on les recherche, on les retrouve assez fréquemment. Bon, c'est un petit signe, mais qui est assez évocateur, qui peut aussi être dans les formes secondaires négligées de biceps. L'examen clinique donc, est assez univoque. Si on a un très bon échographiste, on va lui demander de faire une écho, mais honnêtement, je préfère faire une IRM. Et une IRM en demandant des incidences spécifiques, les incidences FABS, décrites par un Australien, qui s'appelle, je ne sais plus trop, j'avais noté là-dessus, mais enfin bref. Et donc, c'est Jeff Hughes, c'est des incidences FABS, flexion, abduction, supination, vous voyez la position. Et là, on va pouvoir suivre le biceps jusqu'à son attache radiale, et éviter des faux diagnostics, des dires de lésions partielles, de trucs comme ça, parce que les lésions partielles, a priori, ça n'existe pas, pour ce qui est du biceps distal. Alors si on traite ça fonctionnellement, ça ne se passe pas très bien, manque de force, manque de supination, et surtout grande fatigabilité. Si on est un peu feignant, on dit on ne va pas le réparer, on va le ténodéser, c'est-à-dire qu'on va aller accrocher vaguement le tendon au brachialis en dessous. Bon, c'est pas trop dangereux, c'est l'avantage, cette chirurgie, mais par contre, les résultats fonctionnels sont pas top. Donc il va falloir plutôt l'opérer, et donc le réinsérer sur la tubérosité. Alors plusieurs voies d'abord ont été décrites, hein. Des voies d'abord plutôt transversales, des petites voies d'abord uniques ou des doubles voies d'abord. La double voie d'abord, bon, c'est la voie de Voigt, Andersen, qui nous permet effectivement de bien visualiser la tubérosité et d'y mettre à ce moment-là différents systèmes de fixation, soit par encre, soit par endo-bouton ou vis d'interférence. Bon, il y a plusieurs systèmes. Ceci dit, on s'aperçoit que le biceps a la bonne idée de coller un peu à tout ce qui bouge. Donc, entre les études anatomiques qui nous montrent que par la double voie, on voit mieux, on expose mieux la tubérosité que par la voie antérieure, mais finalement on s'en fiche parce que le biceps il va coller à tout ce qu'il faut, et finalement une voie antérieure est parfaitement suffisante pour une parfaite exploration et suture du tendon bicipital. Alors bien évidemment, on ne va pas rentrer dans les considérations biomécaniques, mais il faut pouvoir respecter ce mécanisme d'enroulement du biceps sur la tubérosité pour avoir un moment d'action efficace
dans la supination. Si on le met trop direct, eh bien évidemment, on n'aura pas de force de supination. Si on le met au mauvais endroit, qu'il soit à la fois trop ou trop proximal, vous voyez, comme ici, avec un système d'ancrage trop proximal, carrément dans la tête, bien évidemment, ça ne marche pas bien, il y a une perte de force, perte de supination. Donc, il faut pouvoir le mettre en bonne position si on veut que notre sportif il soit content. Parce que si on a un truc qui remonte, il ne va pas avoir de force, il va se regarder toute la journée devant le truc, il va pleurer du matin au soir. Donc il faut réparer et réinsérer sur la tubérosité. Alors par contre, c'est une chirurgie qui est un petit peu dangereuse. Ceux qui n'en ont pas l'habitude, et même quand on peut avoir l'habitude, on peut avoir des complications sur la branche motrice du nerf radial, sur le nerf médian, de par la proximité anatomique de toutes ces lésions. Alors voilà un petit peu ce qu'il faisait, ce qu'on faisait avant, des grandes incisions, on disséquait tout ça, mais ça donne souvent des complications, et notamment pour les doubles voies, puisqu'on va passer en fait entre l'ulna et le radius, on peut avoir des synostoses. Alors évidemment on est content, on a réparé le supinateur, mais de toute façon il ne peut plus supiner, donc c'est un petit peu problématique. Donc voilà pourquoi on a décrit depuis quelques années une technique mini-invasive par endoscopie, où on a une zone qui est tout à fait safe en avant du biceps, on va se glisser dans la gaine, on va s'en servir comme zone de travail, et on va ainsi pouvoir aller en suivant la gaine du long biceps, éviter toutes ces grosses balafres, parce que finalement on n'en a pas besoin, et en plus c'est dangereux. Donc par un mini abord, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, vous voyez, on va parfaitement exposer la tubérosité pour pouvoir réinsérer notre biceps distalement. Alors voilà, on évite cette grosse balafre, on fait un mini abord, c'est pas que l'aspect cosmétique, hein, mais c'est l'aspect fonctionnel. Et voilà, donc on l'a publié dans l'American Journal. Voilà un petit peu comment ça se présente. On installe le patient sur table à bras avec un matériel endoscopique, mini abord, vraiment une toute petite incision dans un pli. Alors vous voyez, l'accouchement du biceps, ça se fait relativement simple, pas simplement. Vous voyez, on appuie, et hop, le truc ressort. Vous voyez un peu comment à quoi ça ressemble, c'est un peu effiloché, très hématique. Bon. C'est celui de Joe Rocosoco. Donc on tire dessus, on va le ramener donc gentiment, on va faire un petit coup de nettoyage parce que vous voyez c'est parfois un peu effiloché, parfois on peut avoir un court biceps encore identifié, la partie distale, donc on va régulariser un petit peu tout ça. Vous voyez un peu comment ça se présente, on nettoie, on prépare le biceps, et ensuite on va utiliser ce matériel d'endoscopie qui est en utilisant un spéculum qu'utilisent volontiers les ERL. On va glisser tout ça dans la gaine du biceps pour pouvoir ainsi le réinsérer. Donc voilà un peu comment ça se présente, on glisse le truc, on va après pouvoir y mettre notre endoscope et je vais passer assez vite, voilà un peu, donc voilà la tubérosité qui est donc visible ici, hein, vous la voyez par là aussi, donc la tubérosité qu'on peut parfaitement exposer, on va se mettre en hypersupination flexion et on va ensuite pouvoir mettre nos encres, une ou deux encres, selon la taille du biceps, selon la taille du patient aussi, pour aller réinsérer tranquillement notre biceps. Donc une fois qu'on a mis les encres, on va pouvoir retirer le spéculum et descendre, on va lasser le tendon, on va faire un lassage comme on le ferait pour un tendon fléchisseur, et on va le redescendre, vous voyez un peu comment ça se présente. C'est bon, c'est fini. Voilà, on retente notre truc, on le remet, voilà, on a une suture qui est tout à fait efficace. Ensuite, pareil, immobilisation courte, 3 semaines dans une attelle, et protocole de rééducation, de réadaptation. Bon, ça c'est nos séries, on a quand même un certain nombre, avec très peu de complications, surtout depuis qu'on utilise ces spéculums qui nous protègent vraiment des structures nerveuses environnantes. Voilà comment ça se présente, donc ça se présente plutôt pas mal. Ça c'était Joe à 21 jours, donc évidemment les Fidjiens ils cicatrisent beaucoup plus vite que les autres, et avec un résultat fonctionnel tout à fait correct. Je vous remercie.